bien sûr, de plus de 10 000 Congolais qui ont péri. Et M. Jacques Chirac n'a jamais présenté même des condoléances au peuple du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi, à titre exceptionnel, hier, je me suis donc un peu défoulé comme ça pour célébrer un peu son départ. Parce que pour nous, fils du Congo, nous considérons cela comme un bon débarras, le départ du mal, le départ de Jacques Chirac. Et les autres suivront parce que le président Lissouba l'avait dit que tous ceux qui ont comploté contre lui partiront avant lui. Il y a eu Edith Sassou Nguesso qui est parti, il y a eu Omar Bongo, il y a eu Muammar Kadhafi et maintenant Jacques Chirac. Les deux qui restent, c'est Sassou Nguesso et Dos Santos. Voilà, merci donc Dieudonné Goma pour cette réaction, une espèce de mise en train, docteur. Alors nous parlons d'abord de votre spécialité. Vous savez que nous avons même mis des postes à la radio où on vous présente comme un grand chirurgien là-bas en Afrique du Sud. Dieudonné Goma, chirurgien de renom, voilà. Docteur, vous avez une longue expérience déjà dans votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler des moments de joie, de difficulté dans votre salle d'opération? Qu'est-ce qui vous aura marqué depuis quelques années? Bon, disons que moi, je termine mes études de médecine en 92. J'étais donc boursier de l'État congolais. En 92, donc à la fin des études, je décide de regagner mon pays. Et quand j'arrive au pays, nous étions mis à la disposition de nos parents. Nous étions au chômage. Et heureusement qu'il y avait une petite couverture au niveau du CHU de Brazzaville. Ça, c'est pour nous qui étions à Brazzaville. Il y avait donc la possibilité de faire un petit stage au CHU de Brazzaville où nous étions payés à 90 000 francs CFA à l'époque. Alors, j'étais affecté dans le service d'urologie. Je venais donc du Cuba avec aucune expérience. J'ai fait donc mes premiers pas en chirurgie dans le département d'urologie au CHU. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un peu du goût pour la chirurgie, le goût pour la médecine, la carrière que j'avais choisie également. Mais le voyant venir les choses, n'ayant aucune assurance du côté de l'État, parce que bon, on n'avait pas les moyens pour s'installer aussi en privé. Et donc, j'ai fait comme les autres, parce qu'il y a beaucoup qui avaient quitté le Congo pour aller tenter la chance ailleurs. Moi, je suis venu donc de ce côté-ci et j'ai été accepté. J'ai fait donc la demande. Je suis employé par l'État sud-africain. Je fais aussi le privé. Et puisque j'avais déjà pris goût à la chirurgie depuis le Congo-Brazzaville, j'ai donc continué ici. Sauf qu'ici, je fais maintenant l'orthopédie et la traumatologie et les urgences. Et c'est le domaine dans lequel je me plais. Et puis voilà, quoi. Je travaille et puis je me sens bien. Un souvenir, pouvez-vous nous parler d'un cas pour lequel vous avez dû utiliser tout le maximum, le potentiel de ressources que vous avez pour sauver ce patient-là? Ben oui, moi je garde des souvenirs très, très forts. Déjà, il y a quelques années, j'étais de garde et on m'appelle dans une salle pour dire qu'il y a un malade qui n'allait pas bien. Et quand j'arrive dans la salle, le malade s'arrête. C'est-à-dire qu'il rentre dans un arrêt cardio-respiratoire. Donc, pas de pouls, pas de circulation, il ne respirait plus. Heureusement que je venais donc de rentrer dans sa salle. Et je trouve dans la salle un autre médecin, un spécialiste, et bien entendu avec le personnel des infirmiers et tout ça. Et nous étions obligés de faire une réanimation assez rapide, là. Et ce malade est en vie. Donc, un malade qui est tombé, comme ça, en arrêt cardio-respiratoire, heureusement devant nous. Et c'est ça, l'avancée de la science et de la technologie. Aujourd'hui, quand quelqu'un tombe en syncope ou en arrêt cardio-respiratoire, s'il y a un praticien à ses côtés, s'il y a du matériel à côté, on peut sauver la personne. Papa Wemba, par exemple, c'était un exemple. Si le personnel médical qui était déployé ce jour-là dans la salle de spectacle avait assimilé certains gestes, ils avaient un peu du matériel de réanimation, ils auraient pu sauver également Papa Wemba. Donc, c'est pour dire que c'est des moments forts quand on a réanimé quelqu'un, on l'a sorti donc de l'état de mort pratiquement pour le ramener à la vie. Ça fait toujours la joie du praticien. C'est un cas que j'ai eu il y a quelques années, mais tout récemment, j'en ai eu un autre.
un monsieur qui était transporté par les membres de sa famille en voiture et il arrive en arrêt cardio-respiratoire également. On l'a réanimé et ce monsieur est en vie. Chaque fois qu'il me voit, il vient m'embrasser et j'ai souvent même des larmes aux yeux parce que bon, je réalise quand même qu'on est utile à la société. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi les facilités que l'État sud-africain a bien voulu mettre à notre disposition pour pouvoir exprimer notre talent. Voilà, ça vous procure là on pourrait dire une satisfaction morale. Voilà. Merci. Je vous rappelle que nous avons au journal de la communauté le docteur Dieudonné Goma que vous avez en face et que vous connaissez, très actif sur Facebook. Et nous avons cru devoir faire le tour de sa page pour avoir quelques questions. Docteur, on parle depuis quelques mois ou même quelques années déjà de la xénophobie en Afrique du Sud. Est-ce que vous, dans le cadre de votre travail, est-ce que vous observez ces comportements, même si ouvertement les gens ne vous offusquent ou ne vous agressent pas? Comment vivez-vous cela au quotidien? Bon, le phénomène de la xénophobie, c'est un phénomène assez complexe. Pour le comprendre, il suffit de repartir dans l'histoire d'abord de ce pays. Nous sommes aujourd'hui, il y a 25 ans aujourd'hui, qu'on a mis un terme à l'apartheid. L'apartheid, lui, c'est un système de gouvernement, un système de répression, de violence, un système d'exclusion, le racisme, qui a duré plus de 50 ans. Et les Sud-Africains, ceux de notre génération notamment, ont vécu cela, la violence, et ont grandi donc avec ce passé un peu de violence, et ça devient comme une situation normale pour eux. Le Sud-Africain est de nature un peu impulsif, un peu violent, mais ajouter à cela le fait que l'Afrique du Sud était isolée. Vous savez que nos frères noirs ici n'avaient pas de contact avec d'autres noirs, sauf quand ils partaient en exil, en Zambie, en Tanzanie, au Kenya ou aux États-Unis, au UK, donc au Royaume-Uni. Mais sinon, la plupart de la population, ils étaient isolés. C'est à peine qu'on leur parlait de l'Afrique, du reste de l'Afrique. Donc, avec l'avènement de la démocratie, il y a donc, parce que c'est le pays le plus développé de l'Afrique, il faut le dire, c'est un peu comme les États-Unis en Afrique. Et donc, cette situation est perçue par tous les autres Africains comme un Eldorado. Voilà que un grand nombre des Africains noirs, notamment, décident donc de venir en Afrique du Sud à la recherche d'opportunités, dont nous autres aussi d'ailleurs. Je ne m'exclus pas. Mais quand les gens arrivent, ils sont butés un peu devant une situation économique qui n'est pas toujours celle qui est perçue hors des frontières. Et il y a une autre réalité qui est ici, parce que je vous informe déjà qu'ici en Afrique du Sud, un Sud-Africain sur 3 est au chômage, donc il y a une situation économique qui n'est pas bonne. Il y a un passé de violence qui habite en eux et l'exclusion, le fait qu'ils étaient exclus. Donc, tous ces éléments sont comme un peu des ingrédients qui font qu'il y a toujours un peu de cas de xénophobie, mais avec la violence. Vous suivez les images, certainement, les images d'une atrocité extraordinaire. Mais c'est un phénomène qui s'est calmé maintenant, mais nous savons que ça va se reproduire parce que, bon, c'est vraiment très complexe. Alors, docteur, comment le gouvernement s'emploie justement à juguler cette crise qui présente le pays comme peu fréquentable, par exemple, pour les touristes? Peu fréquentable, bon, je ne pense pas. Peut-être que mon expression est plus ou moins excessive, mais est-ce que le gouvernement… Non, mais pas du tout, parce que déjà, même quand il y a eu des flambées de xénophobie, ce n'est pas la première fois, même dans le passé, des gens nous appellent du pays un peu de partout pour dire mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vous restez? On ne veut pas de vous là-bas et tout. Je crois que c'est un peu exagéré aussi, hein, avec les médias et tout. Et surtout les derniers événements, les éléments que nous avons suivis sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, certains éléments s'étaient produits dans d'autres pays. Mais comme il y avait une flambée de xénophobie en Afrique du Sud, donc on balance tout. Et tout le mal, en ce moment-là, retombe sur l'Afrique du Sud. C'est déplorable. Le gouvernement ne cautionne pas cela. Ils font des efforts, mais
il faut dire qu'il y a encore des efforts à consentir pour essayer de changer un peu la mentalité aussi du Sud-Africain noir, parce que, vous savez, le noir qui vient d'ailleurs a un peu l'avantage. Nous autres, nous sommes venus, nous sommes médecins, il y a beaucoup d'autres qui sont venus, ingénieurs, il y a des enseignants et tout, alors que le Sud-Africain ordinaire à l'époque n'était pas exposé à la formation, n'avait pas de droit à l'éducation. Donc, aujourd'hui, ils sont un peu comme délaissés dans leur propre pays, si bien qu'ils s'en prennent à ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà, nous allons passer donc à un travail d'explicitation de quelques phrases que vous savez, quand vous faites vos posts sur Facebook, c'est toujours quelques petits morceaux. Alors, docteur, j'ai lu quelque part, je sais que vous allez à l'église, docteur, tous les dimanches et que vous croyez en Dieu et que peut-être c'est Dieu que vous convoquez chaque fois que vous avez même des difficultés dans votre boulot comme dernier recours. Alors, mais vous dites, docteur, l'Afrique est le continent qui produit plus de pasteurs. Que vouliez-vous ainsi dire par là? Quelque part, vous affirmez, est-ce une critique? Bon, dire que l'Afrique produit beaucoup plus de pasteurs. Vous vous souvenez de cette phrase, docteur? Oui, oui, bien sûr. Non, non, je suis conscient. J'ai écrit, mais c'est un peu. Quand je fais ce post, je me base un peu sur l'expérience congolaise. Oui. Aujourd'hui, avec la situation de crise économique qui sévit dans notre pays, la rareté des opportunités, le manque d'emploi, le chômage donc des jeunes, pousse beaucoup de nos compatriotes à aller ouvrir des églises de réveil pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le pasteur, tous les dimanches, reçoit ses adeptes, fait des prières et reçoit des dîmes et vit de ces dîmes. Donc, la personne qui va au culte tous les dimanches, il va avec 500 francs dans l'espoir de trouver des bénédictions qui vont peut-être nous sortir de la situation de misère, la situation de la disette qui est généralisée dans notre pays. Et les pasteurs aujourd'hui s'en sortent pas mal. Et voilà pourquoi beaucoup de gens cherchent à devenir pasteurs dans notre pays. Parce qu'en 2018, je fais une petite anecdote, je vais à une église de réveil. Je suis accompagné par mon oncle. Donc, il y a le culte qui se déroule. Et à la fin du culte, le pasteur nous demande, il demande à toutes les personnes qui étaient là, qu'il va faire une prière pour la bénédiction financière. Ça, c'est authentique. Il demande en ce moment, celui qui a 10 000 francs, qu'il vienne devant. Donc, il demande aux adeptes d'apporter de l'argent. C'est-à-dire que celui qui a 10 000, qu'il vienne parce qu'il allait faire une prière pour que celui qui a ces 10 000, pour qu'il puisse obtenir, je dirais peut-être la chance ou la bénédiction. Parce qu'il a même dit qu'au sortir d'ici, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous donnera beaucoup d'argent. Donc, vous m'emmenez 10 000 francs ici, je vous fais cette prière spéciale et au sortir d'ici, vous aurez les chances. Authentique. Alors, moi, je n'avais pas les 10 000 sur moi. Pour moi, j'avais des petites coupures. Alors, mon oncle va, il avait 10 000 avec lui, il va, le pasteur prie pour lui et d'autres personnes. Quand il a fini avec ceux-là, le pasteur toujours dit, bon, ceux qui ont 5 000, venez devant, je veux prier aussi pour vous. C'est peut-être pas au même titre que ceux qui ont donné 10 000, mais venez quand même, je vais prier pour vous. Et donc, ceux qui ont 5 000 vont devant le pasteur fait la cérémonie, il prie pour eux. Et moi, je crois avoir, en ce moment-là, je crois que j'avais un billet de 2 000 francs dans ma poche, comme ça. Et à la fin, il dit, bon, ceux qui ont tout ce que vous pouvez avoir, 1 000 francs, 500 francs, venez, je vais donc prier pour vous. Et donc, j'ai compris par là qu'il ne s'agissait pas d'un vrai pasteur. Voilà. C'est un mercantiliste, c'est un charlatan, un escroc, c'est quelqu'un qui voulait de l'argent. Et au Congo, ils sont nombreux. Je vous dis qu'ils sont nombreux. Et en Afrique aussi, d'ailleurs, parce que si vous allez au Nigeria, en RDC, vous trouverez beaucoup de pasteurs. Voilà pourquoi j'ai fait ce post pour dire que l'Afrique a tendance à produire aujourd'hui beaucoup plus de pasteurs que des ingénieurs, que des techniciens, par exemple. Voilà, merci, docteur. J'espère qu'ils ont compris le conseil. Voilà, c'était une leçon de morale, docteur. Voilà, rappel, docteur Dieudonné Goma de l'Afrique du Sud. Docteur, vous ne voulez pas qu'on vous appelle par votre titre, hein? Non, je préfère que vous m'appelez monsieur Dieudonné Goma. Voilà, monsieur Dieudonné Goma, qui est donc un compatriote
de l'Afrique congolais en Afrique du Sud. Docteur, nous allons maintenant ouvrir le chapitre politique qui vous intéresse à plus d'un titre. D'abord, là où vous êtes, docteur, j'ai l'impression que vous n'êtes que seul à être actif sur Facebook. Peut-être que nous ne connaissons pas ces noms-là, mais est-ce que vous avez d'autres Congolais si actifs comme vous? Il y en a, bien entendu. Il y a beaucoup de Congolais ici qui sont actifs, notamment du côté de Cape Town, parce que bon, moi je suis à Johannesburg. Il faut d'abord dire que la communauté congolaise n'est pas assez nombreuse ici. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Quand vous comparez avec les Nigérians, nos frères de la RDC, ils ne sont pas nombreux. Mais il y a évidemment des compatriotes ici à Johannesburg comme à Cape Town qui s'expriment sur les réseaux, mais qui ne sont peut-être pas connus au même titre que moi, parce que bon, je suis quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi mes relations, mes réseaux à l'extérieur, donc des amis un peu partout aux États-Unis, au Canada. Si bien que quand je fais par exemple une publication, elle a tendance à se répandre parce que bon, bénéficiant un peu de toutes ces amitiés qu'on a hors de notre pays. Mais sinon, il y a des activistes ici, ils sont nombreux. Voilà, docteur, parlons maintenant D'ailleurs, Oui, allez-y. S'il te plaît. D'ailleurs, le mouvement de contestation, le mouvement des combattants a commencé en fait en Afrique du Sud. Parce qu'au sortir de la guerre de 97, vous aviez les Kokoïs, vous aviez les ninjas, les Mambas. Beaucoup parmi ces gens sont venus sur l'Afrique du Sud. C'est bien que même pour le pouvoir aujourd'hui, l'Afrique du Sud est perçue comme le bastion de la résistance. Parce que bon, ils se disent, bon, tous ces miliciens qui sont partis, qui sont ici, qui sont en vie, pourront un jour repartir au pays. Donc, le mouvement en fait de contestation, qu'on peut appeler le mouvement de combattants, a commencé ici en Afrique du Sud. C'est vrai que maintenant, Paris et les États-Unis, un peu les autres pays ont pris un peu le relais, mais au départ, c'était ici le centre de la contestation contre le pouvoir de Sassou Nguesso. Dans les années 97-98, c'était ici parce que Sassou est venu une ou deux fois ici et il était obligé de repartir en catastrophe sur Brazzaville. Voilà, coup de chapeau à vous et aux autres docteurs. Merci. Alors, parlons maintenant de l'unité nationale. Vous revenez sur ce concept dans beaucoup de vos postes. Question qui divise les Congolais. La réponse pour vous me paraît évidente, mais est-ce que vous pouvez vous-même déjà dire aux Congolais qui les divise? Et quels sont comment envisagez-vous de refaire cette unité nationale? Encore qu'on peut se demander, docteur, si les Congolais ne sont pas unis. Les Congolais, en fait, sont unis. Si tu vois nos communautés, il n'y a pas d'animosité entre nos communautés. Il n'y a pas de problème entre les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Il n'y a pas de contentieux. Même ceux qui ont souvent soulevé la question de la division qu'il y aurait, hein, la division qu'il y aurait entre les ressortissants de la Bouenza, le Koumou et du Poul, tout ça, c'est des fantasmes. Qui divise les Congolais? C'est l'homme politique. Les hommes politiques, notamment ceux de la génération des années 60, dont M. Denis Sassou Nguesso. Quand Sassou Nguesso prend le pouvoir en 1997, il tient un meeting à Talangaï. Je crois qu'il y a des éléments qu'on peut toujours retrouver. Il dit aux ressortissants de la partie nord du Congo que si lui, Sassou Nguesso, est tué à 10 heures, qu'à 11 heures, il n'y aurait pas un seul ressortissant du nord en vie. Sassou Nguesso dit à qui veut l'entendre que le pouvoir ne doit jamais repartir chez les Bakongo, entendus comme des personnes qui vivent dans la partie sud du Congo. C'est ça le discours tribal. C'est ça le discours de la séparation. C'est ça le discours de la division et de l'exclusion. Quand vous voyez même le fonctionnement du gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, tous les gouvernements qu'il a eus, les postes, les nominations, ça se fait toujours sur une base tribale. Quand vous prenez notre armée, quand vous prenez la police, la gendarmerie, quand vous prenez l'administration même civile, Sassou pratique le tribalisme. Voilà pourquoi nous le condamnons.
Voilà pourquoi, parce que je sais qu'entre les communautés congolaises, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contentieux. Et le Congo de demain, celui de la prestation, nous allons le construire ensemble. Il n'y a pas une ethnie qui soit plus importante que l'autre. Il n'y a pas un clan qui soit plus fort que l'autre. Nous aurons besoin de nous tenir dans la main. Tous les citoyens du Congo, nous allons reconstruire ce pays ensemble. C'est ensemble. Voilà pourquoi nous faisons toujours appel à l'unité de notre nation, à la solidarité, à la réconciliation, parce que nous avons connu ce que nous avons connu. Et demain, il va falloir que les Congolais se parlent. Je m'inspire toujours un peu de l'exemple de l'Afrique du Sud. On parlait de 50 ans, sinon plus, de l'apartheid. Mais les Sud-Africains n'ont pas fait la guerre pour se réconcilier. C'est vrai que les gens diront que la réconciliation de l'Afrique du Sud, c'est encore l'heure, mais il y a une accalmie quand même ici. Vous voyez le noir aujourd'hui côtoyer le blanc. Pourtant, hier, ils étaient dans des camps opposés. Donc, c'est possible aussi de faire ça chez nous. C'est possible de reconstruire le pays ensemble, dans la fraternité, dans l'unité retrouvée. Docteur, s'agissant de cette reconstruction, de cette unité, mais vous êtes assez dur dans l'un de vos postes où vous voulez pratiquer la ségrégation positive sur les Mboshi, notamment les membres du clan Sassou, donc après le départ de Sassou. Vous vous souvenez de cela, docteur? Oui, notamment en bloquant. Voilà, allez-y. Non, la ségrégation positive, c'est quelque chose de bien. Cette ségrégation positive, elle est née aux États-Unis chez vous. Pourquoi? Parce que des mouvements à l'époque de Malcolm X, de Martin Luther King, avaient mené des marches, des protestations pour demander un peu plus de droits pour les communautés noires. Et les États-Unis avaient compris qu'il était important d'incorporer, d'intégrer les Noirs, les Latinos, un peu les personnes des groupes minoritaires, leur donner un peu plus de droits parce qu'en fait, c'est des citoyens aussi. Ici, en Afrique du Sud, ils ont aussi appliqué la ségrégation positive. Parce qu'à l'époque, la communauté blanche était minoritaire, mais elle était au pouvoir. C'est cette communauté qui avait tous les avantages. L'ANC arrive au pouvoir, c'est la démocratie qui s'installe en Afrique du Sud. En ce moment, pour essayer de, comment dirais-je, colmater, pour essayer d'équilibrer un peu l'intégration des Noirs dans la société, on avait donné en ce moment un peu plus de chance aux Noirs pour essayer de rattraper le retard accumulé pendant plusieurs décennies. Donc ici en Afrique du Sud, quand vous allez, vous avez un citoyen par exemple blanc, un noir, un métis, un indien qui vont postuler un poste au niveau du gouvernement, la priorité est accordée aux Noirs. Ce n'est pas le revers de l'apartheid, ce n'est pas le racisme, mais étant entendu que la communauté noire est la plus nombreuse et la majoritaire, il était important pour l'Afrique du Sud d'essayer de rééquilibrer la société en accordant plus de chances à ceux qui ne les avaient pas à l'époque. Moi, quand je parle de la ségrégation positive au Congo, je vais prendre les exemples, par exemple. Notre armée aujourd'hui, notre armée, et n'ayons pas peur de dire les mots, est à 80%, notamment de la hiérarchie, elle est Mboshi. Quand vous allez même dans les effectifs, vous allez à la GR de Sassou Nguesso, dont les effectifs sont constituent peut-être 30% de la force publique congolaise, c'est des Mboshi. Et donc, quand nous parlons de ségrégation positive, qu'est-ce que nous disons? Demain, admettons que M. Sassou Nguesso est renversé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces 30%? Ce sont quand même des Congolais. Est-ce qu'on les met dans la rue? Est-ce qu'on leur dit, remettez les armes, vous n'êtes plus des militaires? Qu'est-ce qu'on fait? On prend un texte, on dit, vous restez dans l'armée, mais pendant 10, 20, 30, 40 ans, les gens décideront. On ne peut plus recruter un militaire dans le clan de Sassou Nguesso, par exemple, pour permettre aux autres aussi de rattraper le retard accumulé. C'est ça la ségrégation positive. Et dans l'administration, on peut donner beaucoup plus d'exemples également. C'est ça. C'est une pratique reconnue, née aux États-Unis, appliquée sur l'Afrique du Sud, que nous aurons à appliquer dans notre pays pour donner aux communautés qui étaient délaissées la chance de pouvoir bénéficier des atouts de la République. Voilà, merci. Donc, je sais que l'émission est suivie sur Facebook. Vous allez donc réagir
Nous verrons dans la deuxième partie de cette émission s'il y a des questions et le docteur pourra apporter un peu plus d'explications à cela. Alors, docteur, s'il y a des gens qui divisent le Congo, vous en avez cité un, c'est M. Florent Tziba, qui, en 2019, brandissait une lettre de feu président Massamba Deba, lettre supposée être une menace à l'égard du président Marien Ngouabi de quitter le pouvoir. Alors, docteur, pour la gouverne de nos auditeurs, comment interprétez-vous ce comportement de M. Tziba en 2019, alors que la conférence nationale souveraine avait déjà éclairci tout cela et considéré M. Sassou comme responsable numéro 1 et toute la clique justement des gens du CMP comme étant responsables de la mort du président Marien Ngouabi? Qui se sont mauvaises mouches. M. Florent Tziba fait partie de cette catégorie des Congolais, cette catégorie des hommes politiques qui ont dirigé ce pays par le sang. Il est co-responsable de tout ce que nous avons connu comme assassinat dans la période des années 77. Il était quand même membre du CMP. Vous savez, l'histoire est toujours écrite par des vainqueurs. Monsieur Florent Tziba, M. Sassou Nguesso, tous les membres du CMP avaient à ce moment, en 1977, lors des faits, rejeté la responsabilité de l'assassinat du président Ngouabi sur un groupe ethnique. En 1977, on avait dit ce sont les Bakongo qui avaient tué Marien Ngouabi. Sans apporter les preuves, on a pris quelques éléments ici et là, et aujourd'hui, avec cet élément de M. Florent Tziba, il vient brandir pour dire, bon, voici les preuves dans ta conviction. Nous avons assassiné Massamba Deba parce que c'est lui qui avait d'abord menacé dans un premier temps le président Ngouabi et qui l'a exécuté par la suite. Ce qui est une aberration, ce qui est une fausseté, parce qu'on n'a jamais donné le procès. Vous savez, en 1977, nous étions encore très, très jeunes, nous étions des gamins. Il n'y avait jamais eu un procès équitable. C'est-à-dire qu'on a pris dans la communauté des Bakongo, puisqu'on avait jeté la responsabilité sur eux, on a pris des gens et qu'on a fait exécuter. Et voilà pourquoi M. Florent Tziba aujourd'hui revient un peu comme je sais piqué par quelle mouche, et il vient brandir cette lettre pour pouvoir justifier le crime crapuleux. D'abord contre Marien Ngouabi et ensuite contre le président Massamba Deba. Parce qu'on n'a jamais, au-delà de cette lettre, apporté des preuves pour dire que c'est M. Massamba Deba qui avait organisé ce complot. Et après, vous dites que M. Massamba Deba a écrit une lettre de menace à l'endroit du président Marien Ngouabi. Mais ils n'ont jamais dit où est-ce qu'ils ont enterré M. Massamba Deba. Voilà que M. Florent Tziba, ça a aussi le courage qui vient nous dire où est-ce qu'on a enterré M. Massamba Deba parce qu'il était criminel. On l'a assassiné. Mais la famille Massamba Deba a le droit aujourd'hui de réclamer la dépouille de son fils ou de son père. Voilà. Que M. Florent Tziba, qu'il le fasse aussi. C'est une, comment j'allais dire, c'est une parenthèse de l'histoire tronquée de notre pays. Est-ce que tout cela est écrite par les vainqueurs, le camp du CMP, le camp du Sassou, ceux qui disent cela, et nous ne croyons pas la thèse de M. Florent Tziba. Voilà. Est-ce que, docteur, tout cela s'inscrit-il dans le droit fil ou le cadre de la crise profonde que connaît le PCT aujourd'hui? Ou cherche-t-il un repositionnement, M. Tziba? Certainement, certainement. M. Florent Tziba et tous les autres membres du PCT, avec la crise actuelle, ils essaient comme un peu de trouver des éléments pour essayer de resserrer leur rang. Nous assistons aujourd'hui à une cacophonie, à quasiment une division, une implosion du Parti congolais du travail. Et donc, pour essayer de ramener un peu tout le monde autour de leur chef Sassou Nguesso, on prend donc des éléments pour rappeler, pour dire, ah ben voilà, si on avait perdu notre camarade Marien Ngouabi, c'est parce que bon, débat avait fait souci, parce qu'ils sont dans la thèse que le pouvoir ne doit jamais repartir au sud du Congo, que le pouvoir dans les mains de Bakongo, ça va être la catastrophe pour eux. Donc je crois que la sortie de M. Florent Tziba s'inscrit un peu dans cette logique parce qu'ils sont dans la division de notre pays, ils sont dans la division, ils sont dans la logique de conservation du pouvoir par tous les moyens, par tous les moyens. Voilà, et le limogeage de la ministre Ngani
Comment l'interprétez-vous? Euh, Et je rappelle, docteur, que vous êtes allé loin jusqu'à publier son WhatsApp sur Facebook. Que visiez-vous, docteur, en le faisant? bon, mais Madame Ingani, je crois qu'elle avait une mission parce que sa sortie, malheureusement, elle était enregistrée quand elle fait quand elle discute avec ce monsieur, Mabolo, je crois. Donald, Mais ça fait partie, ouais. Donald, voilà, ça fait partie des coups politiques. En fait, on avait confié une mission à Ingani et Oui. malheureusement, puisque c'est venu sur la place publique, elle n'a pas pris des précautions pour faire le travail d'une façon efficace. Et en ce moment-là, il fallait sacrifier quelqu'un. Il fallait donc sacrifier Ingani. On l'a sacrifié. Mais il y a un grand malaise au sein du PCT, il y a une grande cacophonie. Nous sommes en train d'assister à la fin du règne du PCT, absolument. Et docteur, vous avez certainement suivi un de posts ou une déclaration de vidéo de Bernard Pongui, vidéo fleuve dans laquelle il montre le PCT comme étant la source des malheurs de tous les Congolais, notamment en ce qui concerne l'argent du Trésor, que ces gens du PCT se sucrent donc allègrement, assèchent les caisses du Trésor, puisque il est allé jusqu'à citer évoquer la question des salaires des membres du bureau et le cumul des gens comme M. Ngolo qui est aussi bien au Sénat et à un autre salaire au niveau du PCT. Le PCT dirige notre pays depuis bientôt 50 ans. En décembre, là, ça va faire 50 ans que le PCT gère le Congo. Demandez aux membres du PCT de nous faire le bilan de 50 années de pouvoir. Quand je vois, par exemple, la période du président, du feu président Massamba Deba, qui leur avait écrit une lettre de ménage, en 5 ans, avec pratiquement pas de ressources comme celles que nous avons aujourd'hui, le président Massamba Deba a industrialisé, et il avait pour premier ministre M. Lissiba, ils ont industrialisé le Congo. Les gens venaient d'autres pays, notamment de la sous-région, du Cameroun, du Gabon, travailler au Congo, même un peu plus loin de l'Afrique de l'Ouest, venaient travailler au Congo. Depuis que le PCT est arrivé au pouvoir, on a assisté successivement, année après année, à la fermeture de toutes les entreprises que M. Massamba Deba avait léguées au Congo. Vous avez Sovenco, qui n'existe plus. On fabriquait du vin chez nous. Sab Congo a fermé. Saris encore peut-être a survécu, mais il y avait beaucoup d'entreprises à l'époque, mais qui ont été fermées parce qu'on avait confié la gestion de toutes ces entreprises aux membres du PCT. Et jusqu'à aujourd'hui, demandez aux gens du PCT de venir vous faire le bilan de 50 ans de pouvoir. C'est une calamité. Nous sommes une génération sacrifiée parce que nous avons aujourd'hui 50 ans. Il n'y a plus d'espoir avec ce parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé des hommes et des femmes qui n'ont aucune compétence à la tête de l'administration, à la tête des entreprises. Les gens ont confondu le bien public, le bien de l'État au bien individuel. Aujourd'hui, quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité au Congo pense que la caisse du département, que la caisse du ministère lui appartient. Ils mettent dans la poche. Ils se renflouent les poches. C'est la destruction totale. Monsieur Jane Lewis, en 2014, le même pouvoir du PCT parlait de 14 000 milliards de générations futures. Nous sommes en 2014. 14 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. 2 ans plus tard, nous sommes fouettés par la crise. Mais où est parti les 14 milliards? Où sont partis les 14 000 milliards des générations futures? Qu'on nous le dise. Si on a investi, si on a créé des entreprises, si on a construit des hôpitaux, des autoroutes, qu'on nous le dise qu'avec les 14 000 milliards, voici ce qu'on a fait. Ils sont incapables de dire. En 2014, ils parlaient encore des 14 000 milliards de génération future. C'est de l'argent qu'ils ont détourné. C'est de l'argent qu'ils ont détourné. C'est aussi simple que ça. Sinon, qu'on nous dise aujourd'hui où sont partis les 14 000 milliards des générations futures. Tous les projets qu'ils ont commencé
euh, dans le cadre de la municipalisation, des projets pour la plupart bidons, n'ont donné, n'ont produit que des éléphants blancs que nous constatons. Dans chaque département, Sassou Nguesso a un palais présidentiel. Vous avez vu ça où? Dans un autre pays, vous avez vu M. Trump, est-ce qu'il a des habitations partout aux États-Unis? Chez nous, il a des palais présidentiels. Dites-moi un peu à quoi sert l'aéroport de Sibiti, l'aéroport de Djambala. Ça sert à quoi tout ça? Au lieu de mettre une route, on va créer un aéroport qui nous apporte quoi? Olombo nous apporte quoi, l'aéroport de Olombo? Le PCT, pendant 50 ans, n'a fait que détruire le Congo. Voilà pourquoi nous faisons un procès contre ce parti. Voilà pourquoi nous disons qu'ils doivent tous partir. Ce sont les criminels. Et ils doivent partir pour donner au moins la chance à d'autres Congolais qui viendront pour repenser ce pays. Voilà, nous allons dans quelques 10 minutes nous séparer. Docteur, nous abordons la question des éloges que vous faites aux Français. J'ai lu quelque part que vous remerciez les Français, notamment leur activisme dans l'aide qu'ils vous apportent dans cette lutte. De qui parlez-vous, docteur? Parce que nous avons deux catégories de Français. Dans votre Facebook, vous avez un post de ce genre. Est-ce qu'il s'agit des Français blancs ou encore des Congolais naturalisés français que vous présentez comme des gens qui vous aident dans cette lutte, qui vous aident? Le Congo a beaucoup d'amis. Le Congo a des amis en France, aux États-Unis, un peu partout. Il y a des gens qui aiment le Congo, il y a des Français qui aiment le Congo. Il y a des Français qui sont très gênés par rapport à l'attitude de leur gouvernement. Il y a des Français qui combattent la France à tout. Il y a ceux qui sont sur Facebook. Il y a des avocats. Il y a beaucoup de Français, il faut le dire. Mais on ne peut pas mentionner leur nom, on ne peut pas citer leur nom pour des raisons de sécurité aussi. Mais je peux confirmer qu'il y a véritablement des Français d'origine de souche qui combattent la dictature de Denis Sassou Nguesso et qui nous soutiennent, qui nous appuient. Voilà. Mais on ne peut pas citer les noms des gens. Il n'y a pas de problème, docteur. Docteur, quand je vous observe, je vous lis, j'ai parfois du mal à vous situer dans cette dynamique de l'opposition, notamment quel est votre positionnement par rapport à tous ces mouvements que je vois, ces groupements? Vous avez récemment fait un tour en France et vous avez eu des contacts avec beaucoup de groupes là-bas de l'opposition. Que voulez-vous? Quel est le cahier de charge qui est celui du docteur Goma quant à cette mutation, donc à la restauration de la démocratie? Où vous situez-vous? Bon, je me situe un peu du côté de la résistance, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous faisons de la politique comme telle. Nous avons en face un régime qui ne permet pas à d'autres Congolais de s'exprimer, qui ne permet pas aux Congolais de se mouvoir, qui ne permet pas aux Congolais d'exprimer leurs talents. Le combat aujourd'hui que le nôtre consiste à dénoncer le mal, à dénoncer ce clan qui est au pouvoir, qui est au contrôle, qui contrôle les affaires de notre pays. Le combat aujourd'hui consiste à mettre en place des moyens, des mécanismes pour faire partie d'abord, pour faire chuter cette dictature. Et après, une fois que la démocratie est restaurée, en ce moment, on pourra faire la politique correcte. Voilà, donc mon combat aujourd'hui s'inscrit un peu dans le cadre de la lutte contre la dictature et contre la tyrannie. Après, on verra. Après, peut-être je ne serai même pas dans la politique parce que moi, j'ai une vision pour les affaires. J'ai une ambition de repartir au Congo pour faire des affaires. Peut-être même pas faire la médecine, mais le business. Dans la production, dans l'agriculture, j'ai une passion pour l'agriculture. C'est ce que je voudrais faire au Congo une fois que le pays est libéré. Donc, le combat, aujourd'hui, le nôtre, moi, je m'inscris dans la logique, aujourd'hui, de la défense des droits des Congolais, mais ceci passe par le renversement des institutions du gouvernement actuel du Denis Sassou Nguesso, parce que c'est un gouvernement illégal, illégitime, qui n'a pas le mandat du peuple du Congo-Brazzaville. Donc, c'est là que je me situe, oui. Docteur, concrètement, jusqu'où pouvez-vous aller pour faire des concessions? Notamment, on présente des gens comme les Mathias Nzong, comme des potentiels premiers ministres d'une longue transition. Que proposez-vous concrètement? Moi, je propose un rassemblement. Moi, je propose une solution
à la sud-africaine. Voilà. Nous avons connu l'apartheid était un régime plus féroce que celui de Sassou Nguesso. Un régime d'exclusion, nous l'avions dit au départ. Un régime de répression. Il y a beaucoup de Sud-Africains qui sont morts pendant l'apartheid, notamment des Noirs, mais il y a eu aussi des Blancs. Mais après, ils se sont dit, il faut qu'on s'asseye autour d'une table pour qu'on trouve un compromis. Croyez-moi, monsieur Jean Lewis, si nous prenons aujourd'hui des armes, ceux que nous irons tuer là, si nous voulons vraiment faire partie de ce par la force, ceux qui vont mourir, ce sont des Congolais encore. C'est la jeunesse qui va mourir, c'est des vieilles personnes, c'est des gens qui vont repartir encore dans l'errance, dans les forêts. Nous n'avons pas besoin de cette solution. Nous voulons que les Congolais, finalement, comprennent qu'il y a, le Congolais doit parler à l'autre Congolais. Que les Congolais doivent trouver ensemble des solutions aux différentes crises que le pays a traversées. Qu'il va falloir tourner la page et repartir sur de nouvelles bases. Voilà ce que nous préconisons. Mais en face, il y a des gens qui ont bouché les oreilles, qui ne veulent pas nous regarder et qui nous traitent comme des voyous, voilà, qui ne veulent pas nous accorder la chance de pouvoir nous exprimer. Alors, docteur, est-ce que vous avez désormais installé un axe Afrique du Sud-Paris avec les amis? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des contacts maintenant réguliers avec eux pour essayer d'analyser ensemble certaines questions d'actualité, certaines décisions? Je suis un homme de rassemblement. Je suis un homme de rassemblement. Vous avez vu, quand je suis allé à Paris, j'ai été pratiquement dans tous les milieux des Congolais, des résistants. J'ai discuté avec des camarades pour leur dire qu'il était nécessaire qu'on se focalise pour le combat. Parce que malheureusement, ce qui traîne un peu dans le combat que nous menons, c'est le positionnement des uns et des autres. Des gens qui voient déjà la peur s'assumer maintenant et qui veulent se positionner. C'est une erreur monumentale. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les Congolais, surtout ceux qui sont à l'étranger, comprennent que nous n'irons pas au Congo avec un Premier ministre, que nous n'irons pas au Congo avec un président. On n'a pas le droit d'aller imposer cela aux Congolais. Le combat aujourd'hui consiste à faire partir Sassou Nguesso et son clan. Une fois que Sassou est parti, une fois que la démocratie est restaurée, en ce moment, le Congolais, qu'il soit de l'étranger, qu'il soit du Congo, posera sa candidature, proposera un projet de développement au Congo. Et c'est au Congolais de décider d'adopter et de soutenir. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans une logique de positionnement, qui se disent, bon, moi, si je suis avec M. Jean Lewis risque de damer le pion, donc je préfère ne pas travailler avec M. Jean Lewis, je préfère travailler en solo. C'est ça qui nous affaiblit. C'est ça qui retarde les séances de la chute de Denis Sassou Nguesso. Nous devons travailler ensemble, la main dans la main. Il n'y aura pas un président qui viendra de la diaspora pour s'imposer. Il n'y aura pas un premier ministre qui viendra de la diaspora pour s'imposer. Nous devons d'abord impérativement renverser Sassou Nguesso, restaurer la démocratie et laisser le libre choix au peuple congolais de choisir ses dirigeants. Voilà le message que j'ai passé à mes amis de France, que je vais vous rencontrer encore dans quelques semaines. Alors, docteur, vous avez, ça frise la provocation, vous avez un de vos amis, Sylvain Senda. Nous parlons des habitudes alimentaires. Vous vous présentez vous-même comme avoir perdu 5 kilos après votre voyage de France. Donc, il y a Sylvain Senda qui réagit. Il vous demande si, d'abord, si vous fumez, et s'il vous arrive de fumer et à manger du caviar. Alors, réagissez et dites aux Congolais comment vous allez to become healthy. Comment vous faites pour garder un poids régulier. En fait, je voudrais que le médecin réagisse sur des conseils pratiques à prodiguer aux Congolais. Oui. Ben, écoutez, bon, c'est vrai que je fume un peu mon cigare. Moi, je suis un Cubain. Je me considère comme un Cubain. J'ai passé quand même 13 ans à Cuba. À Cuba, donc, il y a eu la transition un peu dans ma vie. Donc, de l'enfant à l'adulte. Cette transition s'est passée à Cuba. C'est là-bas que j'ai commencé donc, à fumer un peu mon cigare, déguster un peu, apprendre certaines choses hein, dans la vie d'un homme. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue à fumer de temps en temps mon cigare,
mais ça ne veut pas dire que je dois vraiment encourager ou que les gens doivent s'inspirer de moi pour faire ce que je fais. C'est un vice, je crois que duquel je vais certainement me débarrasser, mais je demande aux Congolais de ne peut-être pas suivre ce que je fais. Fumer, c'est un acte qui est nocif pour la santé. L'excès du poids, l'obésité comporte des conséquences que nous connaissons. On n'est pas obligé de faire un cours de médecine ici. Et moi, quand je suis rentré de Paris, évidemment, parce que bon, j'étais invité partout, je faisais que manger partout, c'était du champagne, c'était de la boisson partout. Et j'ai pris du poids pendant mon séjour en France. Et quand je suis revenu en Afrique du Sud, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse du sport. Et donc, c'est ce que je fais, même avant de venir dans cette interview. Oui. Je vais aller au gym, faire un peu du sport parce que, bon, il faut être en forme parce que on a un pays qui nous attend aussi. Hein, donc, voilà. Voilà, docteur, on peut terminer sur Mugabe qui nous a quittés il y a quelques semaines. Mugabe, comment vous le présentez? Mitigé, personnage? Parce qu'on a vu que la transition n'était pas aussi pacifique que ça, qu'il a fait de la résistance pour passer la main. Il ne voulait pas passer la main. Est-ce que celui-là peut servir d'exemple aux jeunes, docteur? C'est ça le drame de l'Africain, c'est ça le drame du dirigeant africain, c'est-à-dire qu'on commence bien et on termine mal. Voyez-vous, aujourd'hui, quand vous voyez par exemple le président Kagame, il avait mal commencé, mais il termine bien. J'espère qu'un jour, M. Kagame passera le bâton à un autre Rwandais pour continuer un peu la croissance, le développement de son pays. M. Mugabe est le père de l'indépendance du Zimbabwe. M. Mugabe a aidé d'autres pays de la zone de l'Afrique australe à obtenir également l'indépendance. M. Mugabe était une personnalité très populaire. Mais vers la fin du mandat, alors qu'il est fatigué, alors qu'il est âgé, alors qu'il est gagné par la maladie, il s'obstine à rester au pouvoir. Il ne veut pas transférer le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est bien que tout le bien qu'il a fait, pendant des années, depuis l'accession à l'indépendance, c'était comme un peu vers la fin de son mandat, les gens ne croyaient plus en lui. Donc, ça fait comme une tache d'huile sur tout le parcours élogieux de ce président. Donc, nous nous inclinons devant sa mémoire. Nous transmettons au peuple du Zimbabwe nos condoléances. Mais il faut avouer quand même qu'il y a beaucoup de dirigeants africains qui font comme Mugabe. Et je ne sais pas si c'est un problème que nous avons avec le dirigeant noir. C'est un problème du dirigeant noir. Parce que même quand vous allez en Guinée aujourd'hui, le président Alpha Condé, on parle aussi maintenant de la modification de la Constitution. Chez Ouattara, on parle de modification de la Constitution. Le noir africain, le dirigeant noir africain doit apprendre à transmettre le pouvoir dans les délais impartis par la loi. Voilà. Donc, la fin du mandat du président Mugabe a fait tache d'huile, malheureusement, sur sa carrière, sur son parcours et le jeu. Voilà, c'était donc le docteur Dieudonné Goma. Docteur, merci d'être venu à ce journal à la communauté. Je ne sais pas si nous avions eu des problèmes de son au niveau du Facebook. Toujours est-il que nous avons eu une autre copie de cet enregistrement que nous pourrons mettre sur YouTube. Merci à tous ceux qui étaient connectés et à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci à vous.